Le bruit de la guerre depuis plusieurs jours, les images tournent en boucle. Porte-avions américains déployés, bombardiers stratégiques repositionnés, déclarations martiales, ultimatums voilés. À écouter certains médias, une conclusion semble inévitable. Les États-Unis seraient à deux doigts d'entrer en guerre contre l'Iran. Une guerre majeure, une guerre historique, une guerre qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Mais derrière ce vacarme médiatique, une question fondamentale demeure. Sommes-nous réellement au bord d'un conflit ou assistons-nous à une mise en scène savamment orchestrée? Car lorsqu'on observe les faits froidement, les intérêts économiques, les contraintes politiques, les précédents historiques, une autre lecture s'impose. Une lecture bien moins spectaculaire, mais infiniment plus cohérente. Et cette lecture commence par un nom, Donald Trump. Trump n'est pas un président classique. Sa diplomatie ne repose ni sur la discrétion, ni sur la continuité. Elle repose sur le choc, la menace, la domination psychologique. Il crée des crises, les amplifie, puis les utilise comme levier de négociation. Ce schéma, il l'a déjà appliqué à la Corée du Nord, à la Chine, à l'OTAN, à l'Iran lui-même. Et à chaque fois, la même mécanique se répète. Escalade verbale maximale, déploiement militaire visible, puis désescalade contrôlée, présentée comme une victoire personnelle. Aujourd'hui, le scénario semble se rejouer, mais le contexte a changé. Trump est politiquement fragilisé, l'économie américaine est sous tension. Le monde est plus instable et l'Iran, contrairement à d'autres adversaires passés, n'est ni isolé, ni faible, ni dépourvu de moyens de riposte. Alors pourquoi cette démonstration de force? Pourquoi cette rhétorique incendiaire? Pourquoi maintenant? Parce que la guerre réelle, la vraie, serait un désastre absolu pour toutes les parties impliquées, à commencer par les États-Unis eux-mêmes. Militairement risqué, politiquement suicidaire, économiquement catastrophique. Et pourtant, le théâtre fonctionne, les marchés tremblent, les opinions publiques s'inquiètent, les diplomates s'activent en coulisses, exactement comme prévu. Dans cette vidéo, nous allons démonter cette crise pièce par pièce. Non pas avec des slogans ou des prédictions alarmistes, mais avec une analyse méthodique. Nous verrons pourquoi Trump a tout à perdre dans une guerre ouverte, pourquoi l'économie mondiale ne pourrait pas encaisser un tel choc, pourquoi l'Iran dispose d'une capacité de dissuasion souvent sous-estimée, et surtout, pourquoi l'issue la plus probable n'est pas une explosion, mais un accord de dernière minute présenté comme une victoire par les deux camps. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est peut-être pas le prélude à la guerre, c'est peut-être la guerre comme spectacle. Et comme toujours en géopolitique, ce n'est pas le bruit qui compte, mais ce qui se négocie dans le silence. Le pattern historique de Donald Trump. Depuis son entrée en politique nationale, Donald Trump cultive une réputation paradoxale en matière de politique étrangère. D'un côté, un discours brutal, agressif, parfois même belliqueux. De l'autre, un bilan factuel qui contredit largement l'image d'un président fauteur de guerre. Entre 2017 et 2021, durant son premier mandat à la Maison-Blanche, Trump n'a déclenché aucune nouvelle guerre majeure. Ce fait, souvent éclipsé par le bruit médiatique, constitue pourtant la clé de lecture essentielle de sa stratégie internationale. Trump fonctionne selon un schéma récurrent, presque mécanique. Première étape, l'escalade verbale. Menaces publiques, insultes ciblées, déclarations maximalistes. Il s'agit de créer un choc psychologique, autant chez l'adversaire que dans l'opinion publique mondiale. Deuxième étape, la démonstration de force, déploiement militaire spectaculaire, exercice naval, mouvement de troupes largement médiatisé. Tout est pensé pour donner l'impression d'une guerre imminente. Mais la troisième étape est la plus importante et la plus constante, l'ouverture d'une porte de sortie diplomatique. Ce modèle a déjà été observé à plusieurs reprises. Face à la Corée du Nord, Trump est passé en quelques mois de menaces de feu et de fureur à une rencontre historique avec Kim Jong-un. Le discours est resté agressif, mais l'objectif réel n'était pas la guerre, c'était la négociation sous contrainte. Trump cherche à placer son adversaire dans une position où refuser le dialogue devient plus risqué que d'y participer. Ce pattern s'explique par une conviction profonde chez Trump, la guerre est un mauvais deal économique et politique. Contrairement à de nombreux présidents américains avant lui, il ne croit pas aux conflits longs, coûteux et structurels.
il résonne en termes de rapport coût-bénéfice immédiat. Une guerre qui dure, qui s'enlise, qui produit des pertes humaines visibles est pour lui un échec stratégique, mais surtout un suicide politique. Il faut également comprendre la dimension intérieure de cette approche. Trump s'est toujours présenté comme le président qui mettrait fin aux guerres sans fin. Ce slogan n'est pas seulement idéologique, il est électoral. Son socle politique est profondément hostile aux interventions militaires prolongées. Chaque cercueil de soldats rapatriés sur le sol américain représente une fracture potentielle dans cette alliance électorale. Ainsi, lorsque Trump menace, il ne prépare pas nécessairement une invasion, il met en scène une crise, il dramatise, il exagère, il théâtralise, non pas pour détruire son adversaire, mais pour le pousser à céder sans combat. Dans cette logique, la force militaire n'est pas une fin, mais un levier de négociation. Comprendre ce pattern historique est fondamental. Sans lui, chaque mouvement de flotte, chaque déclaration martiale est interprété comme le prélude à une guerre. Avec lui, ces mêmes signaux prennent un tout autre sens, celui d'un bras de fer psychologique où la véritable bataille se joue autour de la table des négociations bien avant le premier tir. Les risques politiques et électoraux. Pour comprendre pourquoi une guerre ouverte contre l'Iran reste hautement improbable, il faut quitter le terrain militaire et entrer dans celui beaucoup plus décisif pour Donald Trump, la politique intérieure américaine. En 2026, Trump n'est plus dans la position confortable d'un président fraîchement élu. Il est fragilisé, contesté, sous pression constante des sondages et des échéances électorales. Et dans ce contexte, une guerre serait un pari extrêmement dangereux. Les données électorales sont claires. Trump fait face à une érosion progressive de son soutien. Inflation persistante, tensions sociales, fatigue politique d'un électorat polarisé. Dans ce climat, le moindre choc extérieur peut avoir des effets dévastateurs. Une guerre prolongée au Moyen-Orient, surtout contre un acteur aussi puissant et structuré que l'Iran, créerait précisément ce choc, mais dans le mauvais sens. Historiquement, les conflits courts et victorieux peuvent renforcer un président. Les guerres longues, coûteuses et sanglantes produisent l'effet inverse. Or, un affrontement avec l'Iran ne ressemblerait en rien à une opération éclair. Les stratèges américains le savent. Ce serait un conflit asymétrique, diffus, étalé dans le temps, avec des pertes inévitables. Et chaque soldat américain tué deviendrait immédiatement un symbole politique, utilisé par l'opposition et amplifié par les médias. Pour Trump, le risque est existentiel. Sa promesse centrale, mettre fin aux guerres sans fin, serait pulvérisée. Son image d'homme fort, de négociateur pragmatique, se transformerait en celle d'un président ayant entraîné son pays dans un bourbier stratégique. Pire encore, une guerre détournerait l'attention de ses thèmes de prédilection, immigration, économie, souveraineté, pour la fixer sur un terrain où il est vulnérable. Il faut aussi prendre en compte le facteur du Congrès. Même si le président dispose de larges prérogatives militaires, une guerre prolongée nécessite un soutien politique durable. Or, ce soutien n'est plus garanti. Des élus républicains eux-mêmes se montrent réticents à toute aventure militaire majeure. Une fracture interne au parti serait non seulement possible, mais probable. Enfin, Trump raisonne toujours en termes de narration. Il veut contrôler le récit. Une guerre incontrôlable, avec des conséquences imprévisibles, lui ferait perdre cette maîtrise. À l'inverse, une crise tendue, mais sans affrontement direct, lui permet de se présenter comme l'homme qui a tenu tête à l'Iran sans sacrifier de vie américaine. Autrement dit, sur le plan électoral, la guerre est un risque maximal pour un gain minimal. Et Trump, quoi qu'on pense de lui, n'est pas un joueur irrationnel lorsqu'il s'agit de sa survie politique. Le suicide économique. S'il existe un scénario que Donald Trump cherche à éviter à tout prix, c'est bien celui d'un choc économique majeur provoqué par une guerre au Moyen-Orient. Car au-delà des considérations militaires et politiques, un conflit avec l'Iran serait avant tout un désastre économique mondial, et donc un désastre électoral pour les États-Unis. Le point névralgique de ce risque porte un nom, le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime étroit voit transiter près d'un tiers du pétrole mondial. L'Iran en contrôle l'un des rivages et dispose de capacités militaires suffisantes pour en perturber, voire en bloquer temporairement l'accès. Une guerre signifierait presque automatiquement une menace directe sur ce passage stratégique. Les conséquences seraient immédiates.
les marchés pétroliers réagiraient en quelques heures. Les analystes s'accordent sur un point. Le baril pourrait grimper à 150 $, voire davantage. Une telle hausse ne resterait pas cantonnée au secteur de l'énergie. Elle se propagerait à l'ensemble de l'économie, carburant, transport, alimentation, biens de consommation. L'inflation, déjà sensible, exploserait. Pour Trump, c'est un scénario cauchemardesque. Son discours économique repose sur l'idée de prospérité, de baisse des prix, de pouvoir d'achat retrouvé. Une flambée des coûts détruirait ce narratif en quelques semaines. Les classes moyennes, piliers électoral essentiel, seraient les premières touchées. Et contrairement à une crise abstraite, celle-ci serait visible à chaque passage à la pompe. À cela s'ajoute le risque de récession. Une économie américaine ralentie par une inflation importée, combinée à l'incertitude géopolitique, verrait ses investissements chuter. Les marchés financiers, que Trump suit de près et cite régulièrement comme indicateur de réussite, plongeraient. Or, Trump associe directement la performance boursière à son leadership. Il faut aussi considérer l'impact international. Une crise énergétique mondiale affaiblirait les alliés des États-Unis, notamment en Europe, déjà exposés à des tensions énergétiques. Loin de renforcer le leadership américain, une guerre contre l'Iran isolerait Washington, accusé d'avoir déclenché une crise globale évitable. Ainsi, économiquement, une guerre ne serait pas seulement coûteuse, elle serait autodestructrice. Elle frapperait le cœur même de l'argumentaire trumpien. Pour un président obsédé par les chiffres, les marchés et la perception de réussite économique, déclencher un tel enchaînement relèverait non pas de la stratégie, mais de l'erreur fatale. Introduction. Le bruit de la guerre. Depuis plusieurs jours, les images tournent en boucle. Porte-avions américains déployés, bombardiers stratégiques repositionnés, déclarations martiales, ultimatums voilés. À écouter certains médias, une conclusion semble inévitable. Les États-Unis seraient à 2 doigts d'entrer en guerre contre l'Iran. Une guerre majeure, une guerre historique, une guerre qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Mais derrière ce vacarme médiatique, une question fondamentale demeure. Sommes-nous réellement au bord d'un conflit ou assistons-nous à une mise en scène savamment orchestrée? Car lorsqu'on observe les faits froidement, les intérêts économiques, les contraintes politiques, les précédents historiques, une autre lecture s'impose. Une lecture bien moins spectaculaire, mais infiniment plus cohérente. Et cette lecture commence par un nom, Donald Trump. Trump n'est pas un président classique. Sa diplomatie ne repose ni sur la discrétion ni sur la continuité. Elle repose sur le choc, la menace, la domination psychologique. Il crée des crises, les amplifie, puis les utilise comme levier de négociation. Ce schéma, il l'a déjà appliqué à la Corée du Nord, à la Chine, à l'OTAN, à l'Iran lui-même, et à chaque fois, la même mécanique se répète. Escalade verbale maximale, déploiement militaire visible, puis désescalade contrôlée, présentée comme une victoire personnelle. L'illusion d'une guerre inévitable. Depuis plusieurs semaines, la tension entre les États-Unis et l'Iran est présentée comme le prélude d'un affrontement majeur. Déploiement militaire spectaculaire, déclarations martiales, menaces à peine voilées, tout semble indiquer que le monde se dirige vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Pourtant, derrière ce bruit assourdissant, une autre réalité se dessine, plus froide, plus stratégique et surtout plus calculée. L'histoire récente montre que Donald Trump privilégie rarement l'affrontement direct lorsqu'il peut obtenir un avantage politique sans tirer un coup de feu. Menacer, pousser l'adversaire au bord du précipice, puis transformer la désescalade en victoire personnelle. Telle est la logique qui a déjà structuré sa diplomatie. Face à lui, l'Iran n'est plus un acteur isolé. Soutenu économiquement et technologiquement par Chine, il dispose aujourd'hui de leviers de dissuasion réels capables de rendre toute guerre extrêmement coûteuse. Cette crise ne se joue donc pas uniquement entre Washington et Téhéran. Elle s'inscrit dans un basculement plus large de l'ordre mondial, où les alliances sont testées, les lignes rouges déplacées et la domination américaine contestée. Ce que nous observons n'est peut-être pas le compte à rebours vers une guerre, mais une mise en scène géopolitique où chaque acteur cherche à maximiser ses gains sans déclencher l'irréversible. Comprendre cette séquence, c'est dépasser l'émotion et analyser les mécanismes profonds, le rôle de l'OTAN, le risque d'escalade incontrôlée et l'émergence d'un monde désormais multipolaire.
La Chine comme bouclier stratégique de l'Iran. Depuis plusieurs années, la relation entre Chine et Iran a profondément évolué. Longtemps cantonnée à une coopération diplomatique prudente, elle est désormais entrée dans une phase beaucoup plus structurante au point que Pékin joue aujourd'hui le rôle d'un véritable bouclier stratégique indirect face à la pression américaine. Cette évolution ne signifie pas une alliance militaire formelle, mais elle modifie radicalement le rapport coût/bénéfice d'une action militaire des États-Unis contre Téhéran. La Chine a d'abord renforcé son soutien économique à l'Iran. En absorbant massivement du pétrole iranien à prix réduit, Pékin offre à Téhéran une bouée de sauvetage financière face aux sanctions occidentales. Ce mécanisme ne se limite pas à de simples achats. Il repose sur des systèmes de paiement alternatifs, des banques non exposées au dollar et des circuits logistiques discrets. Résultat, l'Iran n'est plus asphyxié comme il pouvait l'être lors des précédentes campagnes de sanctions américaines. La coercition économique, jadis arme principale de Washington, perd progressivement de son efficacité. Mais le véritable tournant se situe sur le plan technologique et sécuritaire. Sans déployer de troupes ni signer de pacte de défense, la Chine transfère à l'Iran des capacités critiques, radars avancés, technologies de détection, assistance en défense aérienne et soutien dans le domaine des drones. Ces apports augmentent considérablement le coût d'une frappe américaine. Une attaque qui, hier encore, aurait été relativement unilatérale et rapide, deviendrait aujourd'hui plus risquée, plus longue et politiquement plus explosive. Ce soutien s'inscrit dans une vision stratégique chinoise de long terme. Pékin ne cherche pas à défendre l'Iran par solidarité idéologique, mais à en faire un pivot avancé de la multipolarité au Moyen-Orient. En renforçant la capacité de résistance iranienne, la Chine teste un principe fondamental. Jusqu'où un État peut-il tenir face à la pression occidentale s'il est adossé à une grande puissance non occidentale? L'Iran devient ainsi un laboratoire grandeur nature pour un monde post-hégémonique. Cette approche présente aussi un avantage majeur pour Pékin. Elle est asymétrique et peu coûteuse. La Chine n'a pas besoin d'intervenir directement ni de risquer un affrontement militaire avec les États-Unis. Elle se contente d'élever progressivement le seuil de la douleur pour Washington. Plus le coût d'une intervention augmente, plus la probabilité d'une attaque diminue. C'est une stratégie de dissuasion indirecte, discrète mais redoutablement efficace. Enfin, ce rôle de bouclier chinois change la psychologie stratégique à Washington. Les décideurs américains ne doivent plus seulement calculer le rapport de force avec l'Iran, mais aussi anticiper les conséquences d'un affrontement avec un État soutenu par la deuxième puissance mondiale. Même sans tirer un seul missile, la Chine réussit ainsi à contraindre la liberté d'action américaine. En résumé, la Chine ne protège pas l'Iran par un parapluie militaire classique, mais par une combinaison d'économie, de technologie et de stratégie globale. Ce bouclier invisible ne garantit pas l'absence de conflit, mais il transforme profondément les règles du jeu et annonce un Moyen-Orient où la domination américaine n'est plus automatique. Le piège de Trump pour l'OTAN. Dans cette crise, la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de l'OTAN n'a rien de classique. Contrairement à l'image d'un dirigeant isolationniste, Trump cherche ici à instrumentaliser l'Alliance atlantique non pas pour partager le fardeau militaire, mais pour façonner une perception politique et stratégique. L'objectif central n'est pas la coopération, mais la mise en scène d'une unité occidentale destinée à impressionner autant Téhéran que Pékin. En sollicitant l'OTAN, Trump cherche d'abord à diluer la responsabilité. Une action présentée comme collective permettrait de réduire le coût politique intérieur d'une escalade. Ce ne serait plus la guerre de Trump, mais une réponse occidentale face à une menace globale. Cette logique est essentielle dans un contexte où l'opinion publique américaine reste profondément hostile au conflit prolongé au Moyen-Orient. Mais ce calcul se heurte à une réalité fondamentale. L'Europe est structurellement réticente. Les principales capitales européennes redoutent un choc énergétique majeur. Une confrontation avec l'Iran ferait flamber les prix du pétrole et du gaz, aggravant l'inflation et fragilisant des économies déjà sous tension. Pour beaucoup de dirigeants européens, le coût d'un alignement automatique sur Washington dépasse largement les bénéfices stratégiques. Trump le sait et c'est précisément là que réside le piège.
En forçant l'OTAN à se positionner, il cherche à verrouiller politiquement l'Europe. Une fois engagée, même symboliquement, l'Alliance aurait plus de mal à se désolidariser en cas d'escalade progressive. Cette stratégie vise moins une guerre immédiate qu'un engrenage, déclaration commune, renforcement de posture, puis implication croissante. Il y a aussi un message indirect adressé à la Chine. En mobilisant l'OTAN, Trump tente de démontrer que, malgré les divisions internes, l'Occident reste capable de se coaliser face à un adversaire soutenu par Pékin. C'est une bataille de crédibilité globale. Si l'OTAN apparaît paralysée ou divisée, cela renforcerait l'idée d'un déclin irréversible de la puissance occidentale. Cependant, cette manœuvre comporte un risque majeur pour Washington. En cas de refus européen clair ou de soutien minimal, Trump exposerait au grand jour la fragilité du leadership américain. L'OTAN deviendrait alors non pas un multiplicateur de puissance, mais un révélateur de fissures stratégiques profondes. En définitive, le piège de Trump pour l'OTAN est à double tranchant. S'il réussit, il recrée l'illusion d'une unité occidentale capable de dissuader l'Iran et la Chine. S'il échoue, il accélère la perception d'un monde où les alliances américaines sont conditionnelles, hésitantes et de moins en moins fiables. Les risques d'une escalade mécanique. Le danger principal de cette crise n'est pas une guerre totale immédiate, mais ce que les stratèges appellent une escalade mécanique, une succession de frappes limitées, de ripostes calibrées et de décisions prises sous pression jusqu'à ce que le conflit devienne incontrôlable. C'est précisément ce scénario qui inquiète le plus les états-majors. Contrairement aux conflits passés, l'Iran dispose aujourd'hui de capacités de riposte directe crédibles. Ses missiles balistiques de précision et ses drones longue portée peuvent frapper des cibles américaines sensibles dans le Golfe, notamment au Qatar ou à Bahreïn, où sont stationnées des forces américaines clés. Ces capacités modifient profondément le calcul du risque. Une frappe américaine ne resterait pas sans réponse. Le scénario le plus probable n'est donc pas une invasion massive, mais une logique de coup pour coup. Une frappe américaine limitée entraînerait une riposte iranienne ciblée. Cette riposte appellerait à son tour une réponse américaine, ne serait-ce que pour des raisons de crédibilité politique. Chaque étape serait justifiée comme nécessaire et proportionnée, tout en rapprochant les deux camps d'un conflit ouvert. À cela s'ajoute le rôle des alliés régionaux de l'Iran, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou certaines milices en Irak disposent de moyens suffisants pour ouvrir plusieurs fronts simultanés. Les forces américaines, déjà étirées, auraient des difficultés à gérer 6 ou 8 théâtres de tension en même temps sans mobiliser des ressources massives. Le piège est aussi politique. Une fois des soldats américains tués, même en nombre limité, la pression intérieure aux États-Unis pour finir le travail deviendrait intense. Trump, qui cherche à éviter une guerre longue, pourrait se retrouver prisonnier de sa propre rhétorique de fermeté. Enfin, l'escalade mécanique comporte un risque systémique. Elle rendrait toute désescalade politiquement coûteuse. Chaque camp craindrait d'apparaître comme celui qui recule. Ce mécanisme est d'autant plus dangereux qu'il peut se déclencher sans intention initiale de guerre totale. En résumé, le vrai danger n'est pas la décision consciente de déclencher une guerre, mais la dynamique même de l'escalade. Une fois enclenchée, elle pourrait entraîner les États-Unis et l'Iran dans un conflit que ni l'un ni l'autre ne souhaitait réellement, mais que plus personne ne serait capable d'arrêter. Le 3 février 2025, dans le Golfe Persique, un chasseur américain F-35 abat un drone iranien qui se dirigeait vers le porte-avions USS Abraham Lincoln, un incident militaire de plus en apparence. Mais derrière cet événement se cache une réalité bien plus profonde, un test stratégique, soigneusement calculé, révélateur d'un basculement silencieux dans la manière dont les puissances s'affrontent aujourd'hui. L'Iran ne cherche pas la guerre totale. Il cherche à user, épuiser, déséquilibrer, à transformer la supériorité militaire américaine en vulnérabilité économique, politique et stratégique. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment Téhéran mène une guerre d'usure moderne fondée sur les drones bon marché, les forces par procuration, la menace nucléaire et le contrôle des routes énergétiques. Une stratégie observée de près par les grandes puissances, notamment la Chine, dans un monde désormais multipolaire.
Bienvenue sur Alexandre Décrypte. Ici, nous ne commentons pas l'actualité, nous la déconstruisons. Un incident révélateur. Quand le golfe Persique devient un laboratoire stratégique. Le 3 février 2025, dans les eaux hautement militarisées du golfe Persique, un chasseur américain F-35 abat un drone iranien Shahed 136 qui se dirigeait vers le porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln. Officiellement, il s'agit d'un acte de défense classique, conforme aux règles d'engagement américaines. Mais à y regarder de plus près, cet incident dépasse largement le cadre d'une simple interception militaire. Il s'inscrit dans une séquence stratégique beaucoup plus vaste où chaque action est calculée, observée et exploitée. Selon l'analyse présentée, cette manœuvre iranienne ne relève pas de l'improvisation. Elle constitue un test stratégique délibéré, conçu pour évaluer plusieurs paramètres clés, le temps de réaction des forces américaines, les chaînes de commandement, les procédures d'interception, mais surtout le seuil de tolérance politique et militaire de Washington, dans un contexte international déjà saturé par les crises ukrainiennes et taïwanaises. En envoyant un drone à faible valeur vers un symbole de la puissance navale américaine, Téhéran force les États-Unis à réagir ou à révéler leurs limites. Ce type d'incident illustre parfaitement la logique contemporaine de la zone grise, cet espace ambigu entre la paix et la guerre ouverte. L'Iran ne cherche pas l'escalade directe. Il cherche à provoquer une réponse mesurée, mais coûteuse, afin de transformer chaque interception américaine en information exploitable. Chaque radar activé, chaque missile tiré, chaque décision politique devient une donnée stratégique. Dans ce contexte, le choix du Shahed 136 n'est pas anodin. Ce drone relativement lent, peu sophistiqué et bon marché est déjà bien connu pour son utilisation massive par la Russie en Ukraine. Son efficacité ne repose pas sur sa technologie, mais sur son rapport coût-efficacité et sa capacité à saturer les défenses adverses. En l'utilisant face à la marine américaine, l'Iran envoie un message clair. La supériorité technologique occidentale peut être contournée par des moyens simples, répétables et économiquement viables. L'incident du 3 février agit ainsi comme un signal stratégique adressé à plusieurs destinataires simultanément. Aux États-Unis, il rappelle que leur présence militaire permanente au Moyen-Orient reste vulnérable à une guerre d'usure prolongée. Aux alliés régionaux, il démontre la capacité iranienne à défier Washington sans déclencher de représailles massives. Et enfin, aux grandes puissances émergentes, il offre un cas d'école sur la manière de neutraliser un adversaire technologiquement supérieur sans entrer dans une confrontation frontale. Dès ce premier chapitre, une conclusion s'impose.